Mercredi 15, aussitôt après ce dîner, l'empereur est descendu dans son allée inférieure. Il s'y était fait apporter son café qu'il a pris en se prenant. Oh, la conversation est tombée sous l'amour. J'ai dû dire de fort belles choses et très délicates sur ce grand sujet et me montrer fort sentimentale, car l'empereur se mettant à rire de ce qu'il appelait mon gazillement m'a dit ne rien comprendre à mon verbiage de romain et parlant à son tour très légèrement. Il a affecté de vouloir paraître beaucoup plus familière avec les sensations qu'avec les sentiments. Je me suis permis d'observer qu'il s'efforçait de se rendre plus mauvais que nous le portions. Les relations de palais est très authentique, bien que fort secrète. Et quand elle dit, répondit-il, en me fixant gaiement, sire, on veut consommer de votre toute puissance, vous vous soyez laissé imposer des douces chaînes, que vous soyez trouvé le héros d'un roman, que dans une résistance que vous prenez, vous vous soyez attaché à une simple dame, que vous lui ayez bien écrit une douzaine de lettres, qu'elle vous ait amené et contrainte à vous soumettre au travestissement, à vous rendre seul, mystérieusement chez elle, dans sa propre demeure au milieu de Paris. Mais comment l'aurait-on su, as-tu dit, en souriant, ce qui ne voulait pas dire non? Et on a ajouté sans doute à-t-il continué que ce était la plus grande imprudence de ma vie, car si elle n'eût pas été honnête femme, que ne pouvait-il pas m'arriver cela déguisé dans les circonstances où je me trouvais au milieu des embûches dont j'étais enterré. Mais que disait-on encore? Si on voulait que la postérité de votre majesté ne se bornât pas au roi de Rome, la chronique secrète lui donnait 12 aînés, l'un venu d'une belle étrangère que vous auriez fort aimé en pays lointain, l'autre fruit d'une occupation plus voisine au sein même de votre capitale. On voulait que toutes fussent venues à la maison avant notre départ. L'un amené par sa mère, l'autre introduit par son tuteur. Tous deux les portraits vivants de leur père. L'empereur riait beaucoup des dents de science, disait-il une fois en gaieté. Il s'est mis à repasser franchement et dans un entier abandon ses premières années et me raconter force aventures de cœur et d'esprit. Je passe la première moitié, dans la seconde je citerai un souper au commencement de la Révolution, dans le voisinage de la Saône, est en compagnie du fidèle Démasie que l'empereur rendait de la manière la plus plaisante. Véritable guepier, disait-il, au son éloquence patriotique, avec une forte fer contre la doctrine opposée du reste des convives. On l'avait même presque mis en danger. Nous étions alors sans doute, vous êtes moi bien loin l'un de l'autre. A-t-il observé? Mais pas tant pour la distance, sire, et j'ai répondu quoique beaucoup assurément pour les doctrines. J'étais alors aussi moi dans le voisinage de la Saône, sur une des quais de Lyon, où des patriotes attroupés étaient clamant contre des canons qui venaient de découvrir dans les barques et qu'ils appelaient une contre-révolution. Je me permis d'offrir fort mal à propos l'avis de s'assurer de ces canons en leur faisant prêter le serment aussi vite que mon impertinence faillit me faire prendre. Vous voyez, sire, que j'aurais pu au besoin. Et dans cet instant-là, même balancer votre compte si vous fûtes arrivé malheur parmi
vos aristocrates. Ce rapprochement bizarre ne fait pas le seul de la soirée. L'empereur m'ayant raconté une anecdote intéressante de 1788 midi. Vous pouviez-vous être alors? Sire répondit, j'ai pris seconde de recherche à la Martinique soupons tous les soirs à côté de la future impératrice Joséphine. La plus vieux, il a fallu quitter cette allée que peut-être un jour, disait l'empereur, ne reviendra pas son charme dans notre souvenir. Cela peut être, observai-je, mais assurez-vous, ce ne sera pas sans l'avoir quitté. En attendant, nous d'appeler l'allée de la philosophie, puisque ne peut être celle de l'été. Jeudi 16. Aujourd'hui, l'empereur s'informait du Faubourg Saint-Germain et me questionnait sur ce dernier boulevard des études de la vieille aristocratie, ces refuges incrustés de vieux préjugés, la Ligue germanique, ainsi qu'il l'appelait. Je lui disais qu'avant la dernière revers, son pouvoir y avait pénétré de toutes parts. Il se trouvait envahi. Il n'en restait plus le nom. Il avait été ébranlé, vaincu par la gloire, les victoires d'Austerlitz et de Jena. Le triomphe de Tilsit avions conquis. Les jeunes gens, tous les cœurs généreux, n'avaient pu être insensibles au lustre de la patrie. Son mariage avec Marie-Louise avait porté le dernier coup. Il n'y avait plus eu d'autres mécontents que ceux dont la vision était non satisfaite, ceux qui se retrouvaient dans toutes les classes, ou bien encore quelques vieillards intraitables, ou des vieilles femmes pleurant leur influence passée. Tous les gens raisonnables et sensés avaient plié sous les talons supérieurs du chef de l'État et cherchaient à se consoler de leur perte dans l'espoir d'un meilleur avenir pour leurs enfants. Vers ce point se tournaient désormais toutes leurs illusions. Ils savaient en gré à l'empereur de sa partialité pour les anciens hommes, tout autre communauté, eux achevaient de les anéantir et mettaient du prix à la confiance avec laquelle l'empereur s'était adoré d'eux. Ils lui tenaient compte d'avoir dit, en se saisissant de leur enfant pour l'armée, ces noms appartenant à la France, à l'histoire. Je suis le tuteur de leur gloire. Je ne la serai pas perdue. Ces mots et d'autres semblables lui avaient fait un grand nombre de prosélytes. L'empereur disait en ce moment que ce parti n'avait peut-être pas été assez caressé. Mon système de fusion le demandait et je l'avais voulu ordonner même. Mais le ministre, les grands intermédiaires n'ont jamais bien rempli mes véritables intentions à cet égard. Soit qu'ils ne visons pas plus loin, soit qu'ils connaissons de mener ainsi des rivaux de faveur et de diminuer leurs chances. Mais cet arrivant surtout s'y était toujours montré contraire et n'avait jamais cessé de combattre l'ancien noblesse dans ma bienveillance et ma pensée. Je lui observé pourtant que le grand nombre de ceux qu'il avait appelés s'étaient bientôt montrés attachés à ces personnes qu'ils avaient suivi d'hommes bonne foi et étaient en général demeurés fidèles au moment de la crise. L'empereur non dit qu'on ne venait pas est allé même jusqu'à dire que le roi revenu et lui ayant indiqué cette double circonstance avait dû beaucoup influer sur cette doctrine aussi. Dans son jugement, il mettait une grande différence dans la même conduite tenue en 1814 ou en 1815. Et ici, je dois dire que depuis que je prends à connaître l'empereur, je ne lui ai jamais vu encore un seul moment de colère ou de
animosité contre aucun de ceux qui sont les plus mal conduits à son égard. Il ne s'exalte pas sur ce dont on lui vante la belle conduite. Il devait faire le devoir. Il ne s'emporte pas contre ceux qui se sont rendus si coupables. Il les avait en partie devinés. Ils avaient cédé à leur nature. Il les peignait froidement sans fiel, attribuer une partie de leur conduite aux circonstances qu'ils confessaient avoir été bien difficiles, rejeter le reste sur les faiblesses humaines. La vanité a perdu maman, la postérité flattera justement sa vie, disait-il, pouvant son cœur vaudra mieux que sa mémoire. Augureau devait la conduite à son bœuf de lui hier et à son mauvais entourage Berthier son manque d'esprit et sa nullité.